messieurs co-créateurs, c'est Lilou pour la télé Lilou. Aujourd'hui, je suis dans la superbe, au bord de la mer en fait, dans la baie de la Baule, au château des Tourelles, avec un monsieur que vous allez certainement énormément apprécier, un médecin. Bonjour, docteur Didier Schoss, c'est ça? Bonjour Lilou. Comment allez-vous? Ah bah écoutez, très bien dans ce lieu magique. Paradisiaque. Hein. Ouais, absolument. Mais alors on va parler d'un sujet qui est très très important et qui nous concerne tous, la nutrition, la micronutrition, notre santé. Et il y a plein de petites choses que j'ai envie de discuter avec vous. Parce que vous êtes quand même l'auteur de En bonne santé grâce à la micronutrition aux éditions Albin Michel. Donc je sais que on va parler un tout petit peu de votre expertise parce que vous êtes médecin du sport. Vous avez travaillé avec de nombreux sportifs à haut niveau dans l'équipe de France de natation. Et donc vous êtes quand même un des fondateurs de la micronutrition en France. Mais tout d'abord, parce que j'entends un peu tout et n'importe quoi, et je ne suis pas la seule, sur l'alimentation, sur la nutrition, etc. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce qu'il y a vraiment tant de bêtises dites à ce sujet-là, en ce moment, dans les médias, dans les magazines? Alors, en ce moment, mais c'est pas très nouveau, ça fait pas mal de temps qu'on a l'habitude de parler de la cacophonie alimentaire. Donc, effectivement, il y a énormément d'informations qui paraissent souvent très paradoxales. Alors, pourquoi? Notre point de vue, c'est qu'on essaye de trouver depuis longtemps un seul modèle qui s'appliquerait à tout le monde. Alors, bien entendu, comme chacun d'entre nous, nous sommes uniques, eh bien, nous avons des susceptibilités particulières par rapport à l'alimentation. Il y a des gens qui, par exemple, ne tolèrent pas des produits laitiers liquides. Ça arrive. Il y a des gens qui ne tolèrent pas le gluten. Ça arrive. Est-ce que pour cela, il faut que tous les produits laitiers ou que tout le gluten soit supprimé de notre alimentation? Ah non, c'est une aberration. Donc effectivement, il y a des gens, il y a des modes. Et puis, il faut faire un peu le tri de tout ça. Et puis, nous nous occupons évidemment de toutes ces choses-là pour essayer de tirer les bonnes leçons et de donner à chacun les conseils qui lui conviennent. Oui, parce qu'en tant que consommateur, on a un vrai rôle quand même à jouer là-dessus. Je sais qu'à chaque fois, bien sûr qu'il y a un sujet qui est porteur, bah, ça y est, tout le monde écrit un livre là-dessus et il y a des conférences d'organiser. De comment nous s'y retrouver et comment avoir une bonne, vraie source d'information. Oui, il y a un double discours. C'est vrai qu'on entend des discours d'abord catastrophiques sur la qualité de l'alimentation. On nous dit que notre alimentation pose problème, depuis notamment l'industrialisation de cette alimentation. Et d'un autre côté, on nous dit que c'est grâce à notre alimentation qu'on ne deviendra pas malade. Donc il faut bien manger pour être en bonne santé et attention, si vous mangez, vous risquez d'être malade. Donc c'est un discours un petit peu discordant et c'est vrai qu'il faut absolument avoir les bonnes sources d'information et en tout cas de plus en plus les professionnels de santé s'en occupent et en tout cas c'est un petit peu notre mission à nous dans le domaine de la nutrition, de la micronutrition, d'essayer de donner des conseils et en tout cas nous nous adressons à des patients, donc à des personnes et nous considérons qu'à chacun sa bonne alimentation. Alors, démarrons par les bases. Qu'est-ce que la bonne santé? Qu'est-ce qu'être en bonne santé, en fait? Alors là aussi, quand on dit santé, on a l'impression d'avoir tout dit, alors que médicalement, le terme de santé n'est pas défini avec précision. En médecine, on définit être en bonne santé, ne pas être malade. Donc si on n'est pas malade, théoriquement, on devrait être en bonne santé. C'est pas aussi simple que ça. On sait que la définition telle qu'elle est officielle, c'est l'OMS qui l'a dit. La bonne santé, ça serait être en totale plénitude de ses moyens physiques, psychiques, sociaux. Qui peut dire qu'il est en excellente santé? Donc peu de monde, mais c'est certainement un objectif. Alors entre l'excellente santé qu'on souhaite tous avoir et la maladie, eh bien, il y a ce qu'on appelle les états intermédiaires de santé, où on peut être en santé moyenne ou en moins bonne santé sans être forcément totalement malade. Et c'est de cela qu'on parle, parce que les gens se plaignent de cela, et c'est ça qu'il faut soigner. Et dans tous ces domaines, c'est vrai que la médecine a fait beaucoup de progrès, a trouvé beaucoup de médicaments, mais certainement, on peut soigner aujourd'hui la bonne santé par la nutrition, l'activité physique, la gestion du stress, et que certainement, là, il y a encore des pistes à trouver et des solutions pour ne pas tomber malade et puis essayer de ne pas trop se gaver de médicaments. Oui, c'est ça. Ouais. Mais alors, quels sont les facteurs? Je veux dire, si on est stressé, si on est fatigué, tout ça, c'est des indicateurs que clairement, on n'est pas en bonne santé, qu'il y a un petit truc. On n'a pas besoin d'attendre d'aller jusqu'à avoir des ulcères. Oui, alors, en médecine, on a
pendant longtemps été assez mal à l'aise avec ce qu'on appelle les troubles fonctionnels. Troubles fonctionnels, c'est quoi? C'est que je me plains de ma digestion, je me plains du stress, je suis stressé, je suis irritable, je suis Ouais, je suis irritable là. Mais non, pas aujourd'hui, pas dans ce cadre en tout cas. Et, ou bien j'ai des douleurs ostéo-articulaires, mais je ne fais pas forcément de l'arthrose ou de l'ostéoporose. Et puis j'ai des problèmes cutanés, et puis j'ai des problèmes de sommeil. Enfin, il y a plein de problèmes qui font quand même 80% des motifs de consultation chez le médecin, qui ne sont pas répertoriés comme des vraies maladies, mais comme des dysfonctions. Eh bien, tout cela est probablement dû, et nous travaillons beaucoup là-dessus, à des alimentations qui ne sont pas adaptées à la personne, et nous arrivons effectivement à soigner toutes ces plaintes avec des conseils sur le plan de l'alimentation, mais également en remettant les gens en mouvement et en appliquant des méthodes qui sont extrêmement intéressantes. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que si on changeait ce qu'on avait dans notre assiette, ça serait suffisant? Changer quelque chose dans son assiette, c'est souvent très important. Ce n'est pas forcément suffisant. Les gens qui disent tout vient de l'assiette, et si vous avez une assiette parfaite, vous serez sûrement en excellente santé et vous ne serez jamais malade, c'est faux. On a bien entendu nos prédispositions génétiques à devenir plus ou moins malade. Il y a des maladies génétiques qui existent et dont il est extrêmement difficile de se défaire. Mais il y a des prédispositions, et ces prédispositions nous amènent à, en fonction d'une alimentation plus ou moins favorable, à développer ou ne pas développer la maladie. Donc c'est de tout cela qu'il faut. L'être est unique, il a ses prédispositions, et ensuite il y a tous les facteurs dits de l'environnement, hein, dans lequel l'assiette fait partie, mais aussi l'activité physique, mais aussi la façon de dormir, la façon de gérer son stress, de s'adapter à l'environnement stressant, qui font que tout cela se conjugue pour arriver à être ce qu'on appelle la bonne santé. Et même sa masse musculaire, apparemment. Il faudrait une certaine masse musculaire pour que son corps puisse travailler, fonctionner de manière optimale. Vous avez tout à fait raison, et c'est notamment très, très préoccupant plus on avance en âge. On sait aujourd'hui qu'à partir de 60, 65 ans, 70 ans, la qualité de la santé, la qualité de la santé en avançant en âge va tenir compte de la masse musculaire. Lorsque les personnes ont perdu de la masse musculaire de manière importante, on appelle ça la sarcopénie, c'est une perte de masse musculaire, eh bien c'est extrêmement prédictif d'un état de rentrée dans ce qu'on appelle la fragilité, et cette fragilité étant prédictif d'une possible dépendance rapide. Donc on s'occupe beaucoup de la masse maigre, et dans nos prises en charge, nos examens tout simples que l'on fait, on étudie les compartiments de l'organisme, on fait une analyse de composition corporelle systématiquement en nutrition et en micronutrition, pour très jeunes savoir si on a des problèmes de perte de masse maigre. Vous avez tout à fait raison. Quand on dit micronutrition, alors définissez-le pour nous, c'est pas seulement les compléments alimentaires? Non, quand en médecine et nutritionnelle on s'occupe de micronutrition, ça veut dire qu'on s'intéresse au-delà de ce que nous apportent les aliments sur le plan énergétique. C'est-à-dire on connaît bien l'énergie, les calories, avec les sucres, les graisses et les protéines. Ça intéresse beaucoup les gens qui notamment font des régimes pour perdre le poids. Ils essaient de faire des basses calories, de limiter les calories. Mais à côté des nutriments qui apportent des calories, vous avez des tas de familles de nutriments qui n'apportent pas de calories, mais qui sont très importants pour la santé, qu'on appelle les micronutriments. Alors là-dedans, il y a tous les antioxydants qui sont les antivieillissements. Il y a tous les oméga 3 qui sont extraordinaires pour protéger sur le plan cardiovasculaire. Il y a également certains acides aminés qui sont dans l'assiette, mais qui sont des précurseurs des hormones du cerveau. Vous savez, ces fameux neuromédiateurs qui nous aident à dormir, qui nous aident à être plus sereins. Et puis, à côté de ça, il y a une découverte fabuleuse qui a été faite sur ce qu'on appelle le microbiote intestinal ou la flore intestinale. Oh là là, cette flore. Ah, cette flore. Vous savez, ça fait bizarre quand on se le dit, mais même vous, Lilou, 90% de vous, ce sont des bactéries. Nous avons 90% de nos cellules qui sont des bactéries. Ça veut dire que si on compte en chiffres, hein, nous avons 100 000 milliards de bactéries dans notre tube digestif. Alors que nous avons 10 000 milliards, c'est-à-dire 10 fois moins de cellules dans l'organisme. C'est assez étonnant. Donc nous avons 10 fois plus de bactéries que de cellules dans l'organisme. Eh bien, on commence à connaître les fabuleuses propriétés de ces bactéries intestinales et qui, en fait, nous protègent.
pour la plupart, nous protègent. Donc, il ne faut plus voir des bactéries comme simplement des agents infectieux quand on n'arrive plus à les maîtriser. Il faut les voir comme des coopérateurs qui nous aident à vivre. Et aujourd'hui, on s'occupe beaucoup de notre microbiote, de notre flore intestinale. Ça fait partie essentiellement de la micronutrition où d'une part on s'occupe des familles de micronutriments et ensuite de nourrir ce microbiote. Alors il y a un truc, moi, qui me fait flipper, et je suis sûre qu'il y a plein d'autres personnes qui regardent, hein, c'est ce côté où on nous donne automatiquement un médicament. Donc là, ce que vous êtes en train de dire, c'est que peut-être que certains de ces médicaments, ou peut-être certainement ces antibiotiques, etc., auraient des conséquences sur ces bactéries et ensuite elles pourraient plus faire leur travail qu'elles sont censées faire. Enfin, comment tout ça fonctionne en fait? Parce qu'au final, il y a des conséquences qui sont négatives et peut-être que nous ne mesurons pas bien ou qu'on nous transmet, on nous éduque pas trop là-dessus quand même. Oui, absolument. C'est vrai que la médecine a fait énormément de progrès en découvrant beaucoup de molécules qui permettent de soigner des symptômes très rapidement. Alors ça a été le grand développement de ce qu'on appelle l'allopathie, avec des anti-tout, c'est-à-dire des antibiotiques, des anti-inflammatoires, des anti-infectieux, des antidouleurs. Et effectivement, comme ces médicaments sur les symptômes sont très efficaces, ils ont fait l'objet d'une grande diffusion. Ils ont fait l'objet d'une grande demande aussi de la part des patients parce qu'effectivement, ça marchait. Et on s'est rendu compte que ça soignait sur le moment, mais que ça ne guérissait pas forcément le fond. Alors on commence à revenir un petit peu en arrière et on se dit on a peut-être trop consommé de médicaments. Il faudrait peut-être guérir ces biens ou faire de la médecine curative avec des médicaments sur les symptômes. C'est intéressant, mais il faut quand même soigner la cause et faire de la prévention. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on commence à se dire par exemple que les antibiotiques, c'est plus automatique. Hein. Vous savez, c'est selon la formule de l'assurance maladie. Et effectivement, on tue quand même un certain nombre de bactéries du microbiote. On sait par exemple, les études l'ont montré, que des enfants qui naissent, lorsque on leur a donné plusieurs cures d'antibiotiques pendant la première année, ils sont plus prédisposés à développer des maladies comme l'asthme ou comme des maladies inflammatoires du tube digestif. Donc on se rend compte que ce n'est pas anodin. On sait que lorsque nous avons des infections virales, ce n'est pas forcément les antibiotiques qui sont le mieux adaptés aux infections virales. Eh bien, si on donne des probiotiques à la place, on arrive à avoir des résultats sur le long cours qui sont de bien meilleure qualité. Et ça, c'est certainement un progrès pour la santé. Donc dans l'idéal, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Des bilans réguliers, se faire suivre? Enfin, quelle est idéalement la méthode à suivre pour nous tous, hein, et d'ailleurs, j'ai envie de dire aussi, quel que soit le budget, parce qu'après, c'est des sacrés budgets, hein, toutes ces analyses, et on entend parler de toutes sortes d'analyses après, dont les intolérances alimentaires, et il y a des sacrés coûts, et j'en avais parlé avec Marion Kaplan et d'autres. On est quand même un petit peu perdu dans ces bilans. Donc, quels sont les différents bilans? Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus accessibles que d'autres? Et surtout plus fiables? Alors l'approche que nous avons en micronutrition, parce qu'on s'est intéressé au sujet, c'est de développer une consultation qu'on appelle la consultation de médecine préventive individualisée. Donc effectivement, lorsqu'on fait une consultation médicale, on s'intéresse à aller diagnostiquer une maladie, donc on fait des examens pour voir s'il y a une maladie, on traite la maladie. Mais par contre, rien n'a été développé pour estimer tout ce qui ne va pas et qui a pu provoquer la maladie. Et cette consultation, nous, on l'a modélisée. Et globalement, on peut faire une très bonne consultation sur l'alimentation, l'activité physique et dépister tous les facteurs de risque. En une demi-heure, trois quarts d'heure, on arrive à faire ces choses-là. Et on peut arriver à la phase où il y a peut-être besoin d'aller dépister biologiquement des choses. Et il existe des examens qui vont encore plus loin. La consultation de médecine préventive, c'est une consultation qui n'existe pas et qui n'est pas remboursée aujourd'hui par l'assurance maladie. Parce qu'aujourd'hui, la prévention ne fait pas partie de l'assurance maladie. Encore une fois, l'assurance maladie, elle est surtout destinée vers la maladie et elle n'est pas destinée sur une prévention en termes de santé. Ça évolue beaucoup au niveau des esprits, notamment par le concept santé active qui est en train de se développer. Oui, j'allais dire ça parce qu'on reçoit ce soir, nous écoutons Patrick Monsieur Négaré qui a, dans l'assurance maladie, développé l'idée que, de toute façon, l'assurance maladie devrait s'occuper également de la prévention. Donc, les esprits sont en train d'évoluer, mais nous, dans le domaine de la micronutrition, nous avons fait cela. Et effectivement, vous faites référence au bilan que l'on peut demander. Et là, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi.
Ça, c'est pas le médecin. Hein. Voilà. Et c'est surtout pas le médecin généraliste. Alors, les médecins, ce sont des médecins généralistes qui se sont intéressés à la nutrition, à toutes les possibilités de soigner autrement qu'avec les médicaments, qui se sont orientés vers ces approches-là. Quand on fait un bilan, d'abord, il faut savoir ce qu'on cherche. Et il y a dans les bilans qui ne sont pas classiques, il y a des choses qui sont fiables et des choses qui le sont moins. Alors vous avez parlé tout à l'heure des problèmes de tolérance alimentaire. C'est vrai que là, c'est très difficile pour les patients de s'y retrouver parce que vous avez des bilans qui viennent de partout, dont la fiabilité est tout à fait discutable pour certains. Donc il faut savoir s'y retrouver. Et ce n'est pas un bilan. Lorsque vous avez des problèmes digestifs, ce n'est pas parce que vous faites un bilan des intolérances alimentaires, ce n'est pas parce que vous avez trouvé des anticorps anti-aliments sur un certain nombre d'aliments qu'il faudra absolument supprimer ces aliments. C'est une vision qui est tout à fait inutile pour l'équilibre de la santé. Donc là, nous avons des idées extrêmement précises sur à quel moment il va être intéressant de regarder si effectivement un aliment convient ou ne convient pas. Aujourd'hui, nous, on s'intéresse beaucoup à l'interface digestive et à la flore intestinale dont je vous parlais, parce qu'effectivement, il existe un certain nombre de perturbations de santé qui sont en relation avec des problèmes de perméabilité intestinale. Effectivement, lorsque vous avez un intestin enflammé, il est possible qu'il y ait de la perméabilité, il est possible que certaines molécules alimentaires puissent passer et donnent des réactions immunologiques. Mais ce n'est pas pour autant que vous êtes allergique aux aliments. Ça veut dire qu'il y a de la perméabilité intestinale et tout le travail, ça va être de restaurer cette perméabilité. Donc il y a réellement des choses à faire, des choses à connaître, des choses à dépister qui classiquement ne se font pas encore en médecine classique. Il faut vraiment s'informer et diffuser d'ailleurs ce genre de contenu parce que c'est grâce à des vidéos aussi comme ça, je trouve qu'on s'ouvre et en lisant des livres tels que celui-ci, merci de l'avoir écrit. J'ai une petite question sur, l'intestin. L'intestin serait notre second cerveau? Est-ce que j'ai bien lu? Oui, vous avez Lilou, oui. Vous avez très bien lu. Alors là encore, ça fait bien plus de 20 ans que certains chercheurs avaient remarqué que l'idée que si nous souffrions du tube digestif, c'était souvent psychosomatique. On disait ça. Et puis quand même, en regardant de très près, ils se sont rendus compte qu'il y avait 10 fois plus de fibres nerveuses qui montaient de l'intestin au cerveau que de celles qui descendaient. Ils se sont dit, tiens, mais finalement, est-ce que les gens ne sont pas stressés parce qu'ils souffrent de l'intestin? Donc il y a eu ces relations intestin-cerveau. Ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de neurones au niveau de l'intestin, comme dans le cerveau, qu'il y avait autant de neuromédiateurs qui sont les hormones du cerveau dans l'intestin, et que finalement les filiations étaient très grandes. On voit que l'intestin fonctionne en dialogue permanent avec ce cerveau, et aujourd'hui ça va tellement loin que ce cerveau, que toutes les affections du cerveau commencent à être envisagées sous une perturbation au niveau digestif. On a des maladies comme Parkinson. Voilà, alors, il y a des études notamment sur le Parkinson qui sont extrêmement intéressantes et qui montrent qu'une perturbation au niveau digestif peut effectivement enclencher de telles maladies, mais au niveau du comportement, il y a des études qui sont faites encore aujourd'hui chez l'animal, mais qui vont être démontrées chez l'homme. Une étude absolument fabuleuse qui a été faite chez des souris. On a fait des tests de stress et d'inquiétude. On a fait une étude qui montrait que des souris, lorsqu'elles étaient avec leur flore intestinale normalement constituée, lorsqu'elles étaient mises dans un circuit un petit peu inquiétant, eh ben, elles n'allaient pas n'importe où, elles étaient relativement prudentes. Et puis lorsqu'on leur enlevait la flore intestinale, sans flore, eh bien les souris ne devenaient plus prudentes, elles devenaient imprudentes et elles allaient n'importe où, elles allaient chercher et finalement pouvaient tomber dans des situations où leur vie était en danger. Et lorsqu'on a greffé à ces souris-là imprudentes la flore d'une souris prudente, eh bien ça revenait. Et les commentaires qui sont faits par les scientifiques sur ces expériences-là disent que il y a un dialogue permanent et que les bactéries savent ce qu'elles font parce qu'elles disent au cerveau ne va pas n'importe où parce que tu risques de mourir et moi avec. Donc effectivement, il est tout à fait possible que les bactéries servent aussi d'informateurs au niveau du cerveau pour savoir où il va et même au niveau des pensées, même au niveau des comportements. Donc on est en train d'établir des relations entre l'anxiété,
probablement la dépression et également la flore intestinale. Donc ça, c'est très intéressant et ça va nous donner des pistes. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, les chercheurs dans ce domaine-là parlent déjà de psychobiotiques, c'est-à-dire des bactéries qui pourraient soigner les problèmes d'anxiété ou de dépression. Et ça nous emmène où, oui, ça, le futur, justement, par rapport à tout ça, le futur de la médecine ou... On voit bien que ça nous rapproche vers la meilleure connaissance du fonctionnement de l'organisme qui fait que c'est en mimant ce que l'organisme sait si bien faire qu'on arrive à se soigner et non pas en inventant des choses qui vont aller à l'encontre de ce que l'organisme fait. C'est ce que fait souvent la médecine. La médecine, elle dit « Ah, l'organisme fait ça, eh bien, on va faire barrage. On va contre les fonctions de l'organisme. » Hyper arrogant. Vous savez, c'est l'homme. Hein. L'homme, il veut... L'homme comme on l'a connu, j'espère que l'homme évolue. L'homme évolue. Avec la femme, je pense que tout est permis. Mais... Tout est possible. Mais en tout cas, effectivement, la science a peut-être eu un petit peu d'arrogance, mais de plus en plus, on se rend compte que mieux on connaît la physiologie, mieux on connaît la façon dont l'organisme est organisé pour trouver des défenses, pour trouver des palliatifs vis-à-vis des épreuves dans lesquelles il se trouvait, c'est avec ces connaissances-là qu'on trouvera les meilleurs remèdes. Les probiotiques en font partie. Hein. C'est vraiment les probiotiques, c'est le contraire de l'antibiotique. Et les prébiotiques alors? Alors oui, on parle de probiotiques et de prébiotiques. Alors quand on parle de probiotiques, c'est bien des bactéries. Hein. Ce sont des bactéries qu'on revivifie, qui ont été sélectionnées parce qu'elles avaient les qualités pour être bonnes pour la santé. On a dépisté leurs propriétés et on peut les donner sous la forme de compléments probiotiques. On les trouve également dans certains laits fermentés, dans les yaourts, on trouve des bactéries probiotiques. Les prébiotiques, c'est autre chose, c'est la nourriture des bactéries. Ce sont des fibres, la plupart du temps, qui permettent d'augmenter la quantité de certaines populations de bactéries qui sont bénéfiques pour la santé. Donc, il y a le probiotique, la bactérie, le prébiotique qui nourrit la bactérie, et les deux peuvent être intéressants, voire synergiques, et on peut utiliser l'un et l'autre ou l'un sans l'autre, ça dépend. Parce qu'on en trouve plein de sortes de probiotiques aussi et de prébiotiques. Alors comment on s'en sort pour voir ce qu'il y a de bien, pas bien, parce qu'il y en a en pharmacie. On voit les pharmaciens qui ont des fois des liens d'intérêt avec certains laboratoires et tout ça. Comment nous on s'y retrouve alors? En règle générale, c'est vrai que les compléments alimentaires sous forme probiotique et prébiotique aujourd'hui, ce sont des produits de santé qui sont en vente libre. Donc ils ne sont pas délivrés uniquement par prescription médicale. Donc c'est au choix du consommateur. Et c'est pas facile. C'est pas facile de connaître la qualité parce que c'est compliqué. Les pharmaciens sont peu soupçonnés d'avoir des intérêts avec les laboratoires de compléments. Ce qui se passe depuis une dizaine d'années, c'est que les médecins sont devenus, pour une partie d'entre eux qui s'intéressent à la nutrition et à la micronutrition, experts pour savoir de quoi les patients ont besoin et orientent les patients avec ceux qui font les travaux les plus sérieux, avec des références scientifiques. Aujourd'hui, les pharmaciens se forment aussi. Et il y a aujourd'hui des pharmaciens experts en micronutrition qui donnent des conseils aujourd'hui en France. On ne les trouve pas partout, hein, même dans des villes comme ici, plus petites, en province. Moi, j'en connais. Oui. Vous, parce que c'est votre domaine, mais nous. Oui, on peut savoir. Disons que c'est possible de connaître les pharmaciens qui sont devenus conseils en micronutrition. C'est possible. Des annuaires comme ça, un petit peu, ça commence à se répertorier? Si vous tapez micronutrition sur Google, vous trouverez des sources et vous saurez où vous orienter. Aujourd'hui, on peut dire que le pharmacien et le médecin qui s'y intéressent sont les meilleurs garants d'un conseil éclairé. Je pense qu'on pourrait faire beaucoup d'autres vidéos, Didier, parce qu'il y a tellement de sujets et je suis moi-même passionnée par ce sujet-là et je pense que la plupart d'entre nous réalisons que ce corps, c'est un cadeau et il faut en prendre soin parce qu'après notre qualité de vie et notre bonheur et tout ça en dépend aussi. Hein. Et maintenant, d'ailleurs, on pourrait faire aussi des vidéos sur l'anti-âge ou comment vivre plus longuement et mieux, des sujets qui intéressent forcément toutes les femmes qui approchent la quarantaine, hommes et plus loin. En tout cas, merci beaucoup Didier pour ces renseignements, cette information. Merci de votre générosité. Merci Lilou et merci à vous surtout. Est-ce qu'il y a un autre
tout petit dernier conseil, un dernier petit conseil pour nous tous. Oui, il faut quand même, en dehors de cette excellente vidéo, je pense que toutes les vidéos que j'ai pu voir dans la télé de Lilou sont intéressantes. Donc je donne un conseil à celui qui verra celle-ci d'aller voir les autres. Merci beaucoup Didier. Plein de gros bisous à vous tous. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée et vous avez énormément appris, bien sûr qu'il y en a d'autres autour de vous qui apprécieront de la regarder. Je vous embrasse très fort et vous souhaite une magnifique journée en pleine forme. Ah oui, hein. C'est dit. Au revoir.